Merci, Madame la Présidente. Alors, Honorable Senators, I rise in support of... Honorables sénateurs, je soutiens la motion 165. Je vais vous parler de trois choses. Tout d'abord, l'importance de la motion 165, ensuite le principe de l'égalité entre les sénateurs et la question des sénateurs non affiliés et troisièmement, le rôle du comité du règlement dans le processus de modernisation des règles du Sénat. A été dit quant au contenu de la motion 165. Après tout, mon temps de parole est limité à 15 minutes. Alors, j'aimerais néanmoins préciser que cette motion est très importante pour assurer une plus grande pérennité aux transformations entreprises depuis 10 ans quant à l'existence nécessaire de plusieurs groupes et caucus au Sénat. In this motion, dans cette motion, la plupart des changements proposés au règlement complètent les modifications apportées à la loi sur le Parlement du Canada en 2022, afin de reconnaître d'autres groupes sénatoriaux dans le droit législatif fédéral. Elles sont également liées à des réformes antérieures visant à rendre le Sénat plus indépendant, y compris la reconnaissance dans le règlement en 2017 des groupes non affiliés à un parti politique. Il s'agit d'une étape cruciale pour que le Sénat devienne plus indépendant et moins partisan. Ce changement a mis fin au Sénat duopole qui existait depuis 1867, composé d'un groupe libéral et d'un groupe conservateur. Notamment, les partis libéral et conservateurs ont constitué l'opposition au Sénat, même lorsque le Bloc ou l'NPD constituait l'opposition à l'autre endroit. Cela montre qu'un duopole au Sénat ne reflète pas la diversité des points de vue de la société canadienne. La modification du règlement de 2017 associée à un processus de nomination plus transparent était pertinent pour les Canadiens qui ne s'identifient pas comme des partisans, ce qui a permis de renforcer la voix indépendante au Sénat. En outre, elle a permis au Sénat de compter davantage de groupes, ce qui a permis de contrer le risque de majoritarisme. Honorable sénateur, permettez-moi de vous rappeler que les pères de la Confédération, lorsqu'ils ont adopté un Parlement bicaméral, se sont inspirés du philosophe, économiste et politologue britannique John Stuart Mill, qui a écrit en 1861 des considérations sur les gouvernements représentatifs. Je peux vous assurer que ce livre vaut la peine d'être lu, même en vacances. Il a écrit « La considération qui plaide le plus, à mon avis, en faveur de deux chambres est l'effet néfaste produit sur l'esprit de tout détenteur de pouvoir, qu'il s'agisse d'un individu ou d'une assemblée, par la conscience de n'avoir qu'eux-mêmes à consulter. Une telle situation peut être exacerbée dans un Parlement monocaméral. C'est l'une des raisons d'être des Sénats, car ils donnent aux populations et aux régions minoritaires l'assurance qu'elles peuvent être entendues par le biais du Sénat. Mais la tyrannie de la majorité, comme l'a dit John Stuart Mill, peut aussi exister dans un Parlement bicaméral. La motion 165, alors que les modifications précédentes, ainsi plutôt que les modifications présentes et les amendements à la loi sur le Parlement du Canada, permettent de l'empêcher. En effet, même le bicaméralisme vise à empêcher la tyrannie de la majorité. Même si le bicaméralisme vise à empêcher la tyrannie de la majorité, la seule existence d'un Sénat ne suffit pas. Encore faut-il que le Sénat soit indépendant. Mais qu'est-ce qu'un Sénat indépendant? En quelques mots, cela signifie qu'il n'est pas contrôlé par le parti au pouvoir et en particulier par le cabinet du premier ministre. Cela ne signifie pas que le Sénat ou les sénateurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Un Sénat indépendant doit faire preuve de retenue et respecter les préférences démocratiques des Canadiens et de la Chambre élue, tout en protégeant les intérêts des minorités et des régions. Cela a été bien expliqué par la Cour suprême en 2014, ainsi que par le sénateur Ian Shugart, qui nous a quittés trop tôt, mais avec un message essentiel. Malheureusement, au Canada, comme l'ont
montré les politologues, le parti au pouvoir a la tentation de contrôler le caucus sénatorial qui lui est affilié et d'imposer sa ligne de parti. Cela se fait par le biais du processus de nomination et d'un système de peur et de faveur, et en fin de compte, par des votes à la majorité sur la discipline du parti. Ainsi, le système de contrôle d'équilibre de John Stuart Mill a pu être réduit à néant. Lorsque le Sénat compte au moins 3 groupes, il devient plus difficile pour le parti au pouvoir d'exercer le contrôle. Il s'agit là d'une innovation marquante de la réforme du Sénat de la 42e législature. Et celle assermentée depuis 2016. Je vous invite à ne pas oublier que le majoritarisme a été une pratique réelle au Parlement fédéral depuis les débuts de la Confédération. Les partis au pouvoir qui se sont succédés ont toujours cherché à obtenir une majorité des votes au Sénat et surtout à imposer une ligne de parti. Ce n'est pas surprenant que le Sénat ait été perçu comme l'institution qui tamponnait les décisions de l'autre chambre. Le Sénat ne doit pas revenir en arrière. La dernière crise existentielle du Sénat, qui a débuté en 2013 et à laquelle j'ai assisté avec étonnement, a été l'aboutissement de cette stratégie de contrôle du Sénat par le parti au pouvoir. Il faut l'avoir vécu pour le croire. Cette stratégie de contrôle a été documentée par le juge Vaillancourt dans son jugement dans l'affaire concernant l'affaire Duffy. Therefore, la motion 165 est donc très importante dans le processus de modernisation du Sénat. Mais ce n'est pas la fin du processus. D'autres règles doivent être modifiées pour aider tous les sénateurs à remplir leurs fonctions constitutionnelles. Le Sénat doit se pencher sur la question de l'égalité entre les sénateurs, y compris les sénateurs non affiliés. À cet égard, permettez-moi de vous rappeler les débats de cette Chambre en 2015 et 2016, lorsque le sénateur John Wallace, nommé par le premier ministre Harper, a présenté une motion visant à charger le comité du règlement d'étudier cette question. En résumé, sénateur Wallace proposait que le comité des règles soit autorisé à examiner, afin d'en faire rapport, les pratiques du Sénat et les dispositions du règlement relatives au comité afin d'évaluer si tous les sénateurs sont, dans les faits, traités également et de façon juste et équitable. Peu importe qu'ils siègent à titre de membre du gouvernement, à titre de membre de l'opposition, à titre de membre de partis reconnus ou à titre de sénateurs indépendants ou non affiliés. Qu'ils aient les mêmes possibilités raisonnables de contribuer pleinement par leur travail en comité. Sa motion soulignait également l'importance de notre processus de sélection des sièges en comité dans ce contexte. À l'époque, je pensais que nous devions d'abord nous concentrer sur la modification du règlement afin que les groupes indépendants soient reconnus. Cela a été fait en 2017 et sera renforcé par cette motion. Je pense que le moment est venu de réintroduire la motion du sénateur Wallace. Enfin, permettez-moi d'évoquer brièvement le rôle du comité du règlement. Mais avant cela, permettez-moi de vous raconter cette anecdote. En mars 2015, j'ai eu le privilège d'accompagner le président Nolin à Londres avec quelques autres sénateurs pour visiter la Chambre des Lords. Charles Robert, le greffier du Sénat, et le greffier du comité du règlement nous accompagnaient. Je lui ai demandé pourquoi le comité du règlement mettait tant de temps à proposer des modifications à notre règlement et à nos procédures. Il m'a répondu « Parce que le comité du règlement essaie de parvenir à un consensus. » Cela me semble logique. Ça m'a toujours semblé logique. En effet, et je le répète, je crois que le comité du règlement doit essayer honnêtement de parvenir à un consensus. Mais que se passe-t-il s'il n'y parvient pas? Il se peut que le comité ne soit pas en mesure de parvenir à un consensus comprenant tous les groupes. Lorsque cela se produit et qu'il est clair que les dirigeants ne peuvent pas non plus se mettre d'accord, le Sénat dans son ensemble doit alors décider pour le bien du pays.
Comme je l'ai dit précédemment, le contenu de la motion 165 a été étudié par le comité du règlement qui a présenté son rapport au Sénat en mars 2023. Le 5e rapport ne contenait aucune recommandation, le comité n'étant pas parvenu à un consensus. Les sénateurs conservateurs du comité sont fortement opposés à certains points. Je dois également préciser que lorsque tous les groupes et caucus au comité ont accepté d'étudier la motion concernant l'égalité des groupes, ce n'était pas dans l'intention de voter sur la question. Dès le début de l'étude, beaucoup ont soupçonné qu'il serait impossible de parvenir à un consensus sur tous les points. L'objectif de notre étude était de clarifier les points sur lesquels le Sénat pouvait obtenir un consensus ou pas. On pourrait dire que le comité de règlement a réalisé une sorte de pré-étude de la motion 165. En d'autres termes, le comité a décidé de se faire une idée claire de la question et de la présenter au Sénat. J'ai décidé de ne pas demander de vote sur les différents points parce que je respectais la volonté initiale du comité. Une bataille sur la question aurait compromis le travail futur du comité afin de produire un rapport de comité déposé dans les autres affaires qui resteraient vulnérables à une obstruction au Sénat. À mon avis, en explorant nos procédures, le comité du règlement devrait essayer de parvenir à un consensus raisonnable. Ça signifie que les membres doivent essayer de trouver un terrain d'entente en toute bonne foi. Lorsque le consensus n'est pas possible, son rôle est d'informer la Chambre sur les possibilités. C'est ce qui a été fait dans le 5e rapport. Ensuite, c'est au Sénat, dans son ensemble, de décider. Je crois que les Canadiens attendent davantage de nous. Ils ne veulent pas de jeu de trône au Sénat. C'est pourquoi je suis heureuse que le sénateur Gould ait entamé ce débat transparent après des années d'efforts frustrés pour que notre règlement corresponde aux idéaux de notre rôle constitutionnel. Ce débat sur le pouvoir et l'équité n'est pas un jeu à somme nulle. En effet, ce qui est en jeu, c'est l'indépendance du Sénat par rapport au contrôle exercé par le parti au pouvoir sur nos décisions pour le bien de tous les Canadiens. C'est le public qui sera le véritable gagnant en obtenant un meilleur Sénat. Je suis heureuse que cette motion soit présentée par le gouvernement, car en fin de compte, dans un Sénat comme le nôtre, les Canadiens ne peuvent pas voter contre nous, comme c'est le cas dans la plupart des Sénats du monde. Si le Sénat n'a pas à rendre des comptes aux électeurs, qui peut garantir que cette institution peut remplir son rôle de second examen objectif pour tous les Canadiens? Poser la question, c'est peut-être y répondre. Et donc, pour conclure, permettez-moi de vous rappeler que l'élaboration de la motion 165 a nécessité de nombreuses années de travail acharné, de dialogue et d'études en comité. Cela inclut les travaux du comité de modernisation du Sénat et du comité du règlement, ainsi que les discussions au sein des groupes de travail et les débats en cette enceinte. Je remercie tout particulièrement les sénateurs Gould et Lankin pour leur travail acharné. Selon moi, le moment est enfin venu de faire ce qu'il faut et de voter.